on va parler, de la réserve stratégique, de Bitcoin aux États-Unis. Alors c'est un sujet qui revient très souvent, mais là, on voit ces derniers jours, les choses commencent peut-être un petit peu à se compliquer. En fait, il y a des rumeurs selon lesquelles effectivement, certains ne seraient pas forcément très favorables, au sein des institutions à la constitution d'une réserve, stratégique aux États-Unis en bitcoin. Donc proposition portée par la sénatrice Cynthia Lummis, au Sénat, mais également par Donald Trump lui-même, hein, qui l'avait annoncé à l'occasion de la conférence, Nashville Bitcoin 2024 en, juillet. Il a même d'ailleurs depuis, réitéré. Alors ce que dit l'article est intéressant puisqu'effectivement, le projet, c'est d'en acheter pour 1 million de bitcoins, hein, sur 5 ans, donc 200 000 bitcoins par an. Et effectivement, il y a certaines personnes, voilà, qui commencent à se dire, c'est peut-être pas ouf. Les arguments, c'est, ce serait pas prudent. Premièrement, en gros, ça pourrait ébranler la confiance sur les marchés mondiaux. D'autant que les États-Unis n'en auraient pas besoin. En gros, l'idée, c'est le stock d'or suffit largement à démontrer la puissance des États-Unis, et donc le Bitcoin n'ajouterait pas. Au contraire, ça pourrait même donner l'impression que les États-Unis n'auraient pas l'intention de bien gérer leur budget. Et donc certains, notamment le PDG d'une société de paiement qui s'appelle WSPN Payment, partagent cet avis en disant c'est une pas très bonne idée. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, qui apportent d'autres arguments, effectivement, qui, évidemment, mettent en avant la haute volatilité du Bitcoin. Et donc, c'est vrai que, bon, avoir une réserve stratégique qui fluctue par rapport au dollar pourrait effectivement marquer un manque de confiance de la part de la population. Voilà. Donc, moi, j'aimerais un peu avoir votre avis à tous les deux. Est-ce qu'on nous aurait vendu cette réserve stratégique? Finalement, ça va pas se faire parce que, beaucoup estiment que soit c'est pas possible juridiquement, soit c'est pas souhaitable économiquement et financièrement, ou est-ce qu'on va quand même la voir, cette réserve stratégique, alors que plein de pays se sont positionnés là-dessus, notamment le Japon récemment, qui a déclaré vouloir lui aussi se constituer, pourquoi pas, cette réserve stratégique. Je ne sais pas qui veut commencer sur le sujet. Bah, je veux bien prendre la parole en premier. Pour le coup, je connais assez peu le sujet de comment tout ça marche, comment, on prend ce genre de décision, surtout que c'est pas la France, c'est un autre pays, donc ça marche, sûrement encore différemment, et puis pour d'autres pays, ça marche encore, différemment. Hem, c'est vrai que moi, je suis plus partisan de l'idée de se dire, de se faire nous-mêmes notre propre réserve stratégique, et il me semble qu'on l'avait déjà, évoqué dans un live, il y a 2 semaines. C'est-à-dire que, c'est très bien peut-être si un État peut, détenir du BTC, hem, en tout cas, c'est peut-être plus intéressant d'en détenir, soi-même, quoi, et du coup de se faire, chacun peut se faire du coup sa propre réserve stratégique, et heu et hem et du coup j'ai pas tellement d'avis sur, est-ce que les États doivent, ou non en faire une? Heu, j'ai c'est une question tellement compliquée que, j'avoue que je j'ai pas la capacité, j'ai pas les connaissances, tu vois, pour dire est-ce que les États devraient en faire une ou non, quoi? L'idée, c'est alors effectivement, je pense que personne ici est capable de dire est-ce que c'est véritablement souhaitable. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas, j'ai pas un doctorat, j'ai pas littéralement un doctorat en économie monétaire. Mais voilà. Est-ce que Alexandre, tu aurais peut-être un avis sur le sujet? Est-ce que tu suis ça un petit peu? Alors je Ouais? ne sais pas si c'est un avis très pertinent, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, il y a une réalité, c'est que le bitcoin, c'est une, réserve de valeur, et dans un monde où beaucoup de choses peuvent changer, très vite, même s'il y a de la volatilité dans le bitcoin, ça peut être entendu, que, pour un État, faire une réserve stratégique de valeur, donc ça peut être l'or et ils en ont déjà une belle réserve, ou ça peut être le bitcoin, peut faire du sens. Maintenant, ma réaction première, quand j'entends ces nouvelles-là, c'est de me dire que si moi je devais acheter une grosse quantité de Bitcoin, je ne le dirais pas. Je le ferais tranquillement dans mon coin pour éviter de subir le price action associé à une nouvelle pareille. Donc, je ne sais pas exactement ce qui sera décidé. D'un point de vue légal ou juridique, c'est eux qui décident, hein. Donc, s'ils veulent choisir d'investir dans le Bitcoin, ils pourront le faire d'une façon ou d'une autre. Donc, je ne suis pas très inquiet à ce sujet-là.
Mais ma première action, c'était vraiment de me dire que voilà, si tu veux acheter une grosse quantité de quelque chose, tu n'en parles pas. Tu le fais lentement, sur la durée. Et quand tu as cette réserve, tu peux en parler par la suite. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y aura si ça se fait au final et que c'est communiqué, je pense que d'autres pays vont suivre, potentiellement à grande échelle, et que ce sera très positif pour le Bitcoin en tant que tel et l'écosystème crypto par la suite. Yes, pardon, je ouais, non, mais tu sais quoi? C'est hyper intéressant ce que tu dis. Si, c'est hyper pertinent. J'en parlais récemment avec quelqu'un dont je me souviens plus, qui c'est, mais il me disait justement en gros, pourquoi est-ce il en parle aussi, ouvertement? Alors on a une raison quand même. La première, elle était électorale. Évidemment, pendant son élection, son but du jeu, c'était d'être élire et il savait qu'il fallait qu'il drague, l'électorat crypto qui représente jusqu'à 80 millions d'Américains. Et qui, pour certains, ont financé en partie sa campagne. Bon, ça, voilà, ça c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est vrai qu'il aurait pu entre-temps calmer le jeu. Tu sais, il aurait pu parler d'autres choses. Il y a d'autres sujets aux États-Unis, tu vois. Et en fait, non, il continue à chaque occasion. Alors, certes, on le questionne là-dessus aussi, tu vois, mais il pourrait temporiser un peu. Mais non, il continue. Ses fils continuent de développer la plateforme Liberty, je sais pas quoi, qui arrête pas d'acheter à toute patate sur le marché. Lui continue d'assumer qu'ils vont faire de 2025 l'année de la crypto. Donc, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. C'est intéressant. Maintenant, peut-être, mon argument en tant que petit connaisseur de ce qui se passe aux États-Unis, je crois que ton raisonnement se tiendrait si Donald Trump était un politicien, un vrai. Et peut-être hein, qu'il a les défauts de ses qualités et peut-être les qualités de ses défauts. Et peut-être qu'en fait, c'est pas un mec qui calcule tout ça et que pour l'instant, lui, il se dit que il y a une course. Que cette course, elle est géopolitique par rapport à d'autres États qui se positionnent dessus, peut-être en cachette, et que pour le coup, plus il l'annonce fort et vite, plus il se positionne d'un point de vue marketing comme le leader des cryptos. En fait, juste parce qu'il en parle plus fort que les autres. Et ce positionnement-là, comme sur l'intelligence artificielle, comme sur les GAFAM, comme sur toutes ces choses-là, c'est très important pour le soft power américain. Peut-être même un peu plus important que le côté véritablement price action, etc. Et puis après, il y a peut-être une conviction peut-être plus profonde, peut-être qui lui est arrivée depuis quelques mois, où il se dit que de toute façon, Bitcoin a vocation à terme à valoir plusieurs centaines, voire plusieurs millions de dollars, et qu'en fait, qu'il l'achète à 100 000 ou à 150 000, il s'en tape complet. De toute façon, c'est un gars qui a passé sa vie à faire des affaires, à acheter des trucs pour les revendre derrière, ou pas d'ailleurs, ou à se constituer un patrimoine, notamment dans l'hôtellerie et dans l'immobilier. Et peut-être qu'il ne fonctionne pas exactement comme nous, où tu sais, on essaye d'acheter pas trop cher parce que truc. Donc voilà peut-être les deux arguments où je me dis peut-être que maintenant on verra ce qu'il en est. On voit qu'en tout cas il y a des contre-pouvoirs, en tout cas des contre-discours aux États-Unis qui commencent à émerger. Bon, on verra bien effectivement ce qu'il en mènera. Si vous voulez, on peut passer à la news d'après. Si vous avez rien à ajouter sur le sujet, évidemment, on continuera à suivre ce sujet. Moi, ça me passionne, évidemment. Et on va parler de ce qui s'est passé au Salvador. En fait, on a tout vu, tout entendu, tout écrit, tout lu, sur le sujet. Je vous la fais courte. Le Salvador a, en 2021, commencé à se constituer une réserve de stratégique en Bitcoin, en achetant, je crois, 1 Bitcoin par jour. À côté de ça, il a fait de Bitcoin une monnaie ayant cours légal. Ça veut dire que dans l'ensemble des commerces du pays, les gens sont obligés de l'accepter comme la monnaie vernaculaire, la monnaie fiduciaire du moment. Et puis, il a également financé un wallet un peu national pour tout le monde, Chivo, sur lequel il a foutu, je crois, l'équivalent de $30 pour que tout le monde puisse y accéder. Il a également favorisé l'éducation aux crypto-monnaies, au minage au sein des universités, des écoles, etc. Il a mis en place une politique de taxes hyper incitatrice pour les entrepreneurs crypto. Bref, il a fait de son pays un pays Bitcoin et crypto en général. Sauf qu'à côté de ça, il y avait une procédure avec le FMI, la Banque mondiale, etc., pour lui prêter un peu d'oseille. Parce que malgré tout, même s'il a redressé son économie et réglé complètement le problème de la sécurité, il a quand même besoin un peu de financement. Et en fait, en gros, il était en pourparlers avec le FMI et le FMI n'avait pas trop kiffé sa politique pro-Bitcoin. On se doute bien, puisque jusqu'à présent, c'était indexé sur le dollar. Donc Bitcoin, c'est un peu un concurrent, tu vois. Bon, bref. Et donc, le FMI, pendant 40 mois, ils sont en égo, tu vois, où il lui dit « Ouais, mais arrête le Bitcoin, sinon on ne prête pas l'oseille. » Et lui, en fait, pendant ce temps-là, il voit son wallet qui explose.
Donc, voilà. Sauf que là, visiblement, le rapport de force a été plutôt intéressant et je vous invite pour cela à aller regarder le post qu'a fait Sébastien Gouspillou, qui, de mon point de vue, après avoir lu quand même beaucoup de choses sur le sujet, est, je pense, celui qui s'approche le plus de ce qui s'est véritablement passé au Salvador. Il a même d'ailleurs été retweeté par Nayib Bukele, donc le président du Salvador. Donc, a priori, ce qu'il a dit n'est pas complètement déconnant, même si j'ai vu qu'entre-temps, il y a eu un petit débat avec Grégory de The Big Whale. Bon, on verra qui a raison in fine, mais en gros, voilà. Donc, je vous la fais courte. En fait, le bras de fer, comme je disais, a duré pendant 40 mois. Les discussions ont finalement abouti entre le gouvernement salvadorien et le FMI sur une aide, sur un prêt de 1,4 milliard, mais auquel s'est ajouté un financement supplémentaire de la part de la Banque mondiale et de la BID, Banque internationale, je sais pas qu'est-ce que c'est BID, Banque interaméricaine de développement. Bon, voilà. Bref, de toute façon, tout ça, c'est géré par les USA, on le sait très bien, tu vois. Et donc, une aide supplémentaire de 2 milliards qui n'était pas prévue au départ. Donc, ça, c'est plutôt cool, tu vois. Et donc, la contrepartie, effectivement, de cela, c'est que, eh bien, il y a 3 exigences. La première, c'est que l'État salvadorien va devoir restreindre un peu l'implication de Bitcoin dans son économie. Les entreprises n'auront plus l'obligation d'accepter Bitcoin et ils doivent peut-être durcir ou augmenter la régulation sur le Bitcoin. Alors, déjà, ils vont abandonner Chivo, ce qui en soi n'est pas une très mauvaise idée, puisque de toute façon, il n'a jamais été véritablement adopté. Et entre-temps, par contre, il a permis aux personnes de la population de découvrir peut-être d'autres wallets plus efficaces, plus mainstream. Donc finalement, en gros, Chivo a fait son temps, on dégage. Ensuite, le président a annoncé hier donc hier c'était il y a quelques jours en vérité, puisque l'article, le post date du 19, donc d'hier, donc c'était avant-hier, bref, concernant l'achat pour la constitution de la réserve stratégique de Bitcoin, le Salvador a dit qu'ils allaient continuer. Tant et si bien qu'hier, ils ont acheté non pas un Bitcoin, comme ils font chaque jour depuis des années, ils ont acheté $1 million de Bitcoin. Ils en ont acheté 11 d'un coup, je crois. Tu vois. Donc en gros, c'est un peu un pied de nez à ceux qui disent ouais, ils vont arrêter d'acheter du Bitcoin, hop, ils en achètent 11 d'un coup. Ils s'en foutent. Et puis, après, il y a un débat, une discussion. C'est sur est-ce que, parce qu'il n'est plus obligatoire dans les commerces, il n'est par définition plus une monnaie ayant cours légal. Et c'est là où est le fond du débat. Bon, l'idée de rendre Bitcoin facultatif au sein des commerces, bah, c'est plutôt cool, tu vois. De toute façon, c'est pas hyper adopté en vérité. Le plus important, c'est d'avoir une politique d'éducation, d'industrie, de taxation qui soit pro-crypto, tu vois. Après, le fait d'obliger les gens à accepter le Bitcoin, c'est pas super libéral ni super libertaire. Donc, pas forcément très Bitcoin en définitive. Mais c'est là que le débat se pose. Alors, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Est-ce que vous avez suivi un peu ce qui s'est passé au Salvador? Est-ce que vous pensez, comme Sébastien, que en fait, ça change rien, à part que ça permet au Salvador de choper 3 milliards et de continuer peut-être un peu plus discrètement? Ou est-ce que c'est peut-être vraiment une remise en question de Bitcoin au Salvador? Bah, je pense que je vais être assez rapide, mais je pense que la partie la plus intéressante, ce que tu as dite, c'est celle sur, de toute façon, on ne peut pas forcer les gens à utiliser Bitcoin et c'est préférable. Enfin, c'est tant mieux justement. Heureusement que tu peux pas les forcer à l'utiliser. Et donc, ben, on verra bien, ce qui restera une fois qu'il ne sera plus monnaie légale et au moins ça aurait été une bonne expérimentation, je pense. Ouais. Vas-y Alexandre. Je disais, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi on les a forcés à enlever ce cours légal du Bitcoin. En fait, qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir derrière? En fait, la promesse Bitcoin, c'est la promesse d'indépendance, de ne pas devoir dépendre de quelqu'un d'autre. Et là, en fait, c'est un peu tout l'inverse qui est en train de se mettre en place. Après, on peut toujours questionner l'acceptation de Bitcoin comme moyen de paiement pour des biens ou des services. Ça reste très long, le Bitcoin, relativement cher. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est intéressant de remarquer à quel point cette ambition première de devenir indépendant et d'utiliser un moyen décentralisé pour storer de la valeur et la transférer a été pris un peu en hold-up par le FMI. Donc, on verra s'il y a d'autres impacts dans d'autres pays.
Mais on reste dans une économie globale, mondiale, où des pays en développement ont quand même besoin de support qu'ils ne peuvent pas obtenir par eux-mêmes au final. Donc il reste une dépendance assez forte avec le FMI. Ouais, de toute façon, je pense que tu coupes pas les ponts avec le FMI du jour au lendemain. Je pense que Exactement. tranquille, surtout quand tu sais, quand as besoin d'un financement de 1, 2, 3 milliards, c'est que ton économie, elle est pas encore prête, à être complètement indépendante. Ce qui est intéressant, c'est le rapport de force, je pense. C'est que, au départ, le FMI, il voulait vraiment rien céder, tu vois? Tu pas l'oseille si tu annules pas tout bitcoin chez toi. Là, finalement, il y a une petite inflexion. Donc ça, c'est sans doute l'arrivée de Trump au pouvoir, hein, je pense, qui a joué évidemment là-dessus, parce que le FMI sait très bien qu'à un moment donné, Bitcoin, il va falloir le prendre au sérieux, je pense. Et après, il y a les résultats aussi de l'économie salvadorienne, qui n'est pas la même qu'il y a 3 ans aussi. Donc je pense que tout ça joue dans le bon sens. Mais voilà, donc en tout cas, voilà, c'est intéressant. Je vous invite vraiment à aller lire le post de Sébastien. Il permet peut-être d'éclaircir, surtout que Sébastien est très connaisseur du Salvador. Il y a été très souvent. Il est, je crois, en contact aussi avec le président. Donc voilà, je pense que c'est l'un des plus connaisseurs sur le sujet. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas cité un article cette fois-ci, mais un tweet, parce que limite, je crois qu'il est plus étayé que les articles qu'on peut trouver sur les médias. Si on passe à la news d'après, on revient aux États-Unis, hein, puisque c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, c'est l'actualité. Hein. Vous avez vu, il y a eu un petit crash sur les marchés. Là, on est dans le rouge, 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 là, fort, fort, notamment sur les altes. Et donc, pour le coup, ce serait, disons que ça n'a pas commencé, mais ça a été largement amplifié par une déclaration de Jérôme Powell en direct à la télé, où le gars, il dit que donc Jérôme Powell, c'est le président de la Fed. C'est lui qui définit la politique monétaire des États-Unis et la politique liée à l'emploi. C'est ça qui est important de comprendre. En Europe, la Banque centrale européenne s'occupe que de la politique monétaire, faire en sorte qu'on ne dépasse pas 2% d'inflation, c'est sa mission, avec une indépendance politique, on va dire, sur le papier, alors que la Fed, elle a un enjeu politique important, puisqu'elle doit aussi bien influer sur la quantité de monnaie en circulation, les taux, etc., mais aussi sur la politique de l'emploi. Donc, elle est un peu moins indépendante, on va dire, même si la BCE, de mon point de vue, est indépendante en rien du tout, mais peu importe. Et donc, le président de la Fed, Jérôme Powell, déclare en direct à la télé que de toute façon, la Fed n'avait pas le droit de posséder des bitcoins. Donc, on en revient à la constitution de la réserve stratégique, tu vois. Et il l'a dit comme ça. Et là, quand il a dit ça, ça a créé un dump immédiat sur les marchés. Et en fait, sur les réseaux, évidemment, tout le monde a dit ouais, c'est compliqué, ça veut dire que ça y est, c'est mort, il n'y aura pas de réserve stratégique, etc. Et en fait, pour le coup, grâce à Grégory Raymond, pour le coup, cette fois-ci, eh bien, on a un éclairage qui est intéressant. C'est que, en fait, la Fed n'est pas compétente en la matière. Si on prend la réserve stratégique d'or, par exemple, elle ne dépend pas de la Fed. Elle dépend du département du Trésor. D'accord? Donc, pour le coup, les réserves officielles du gouvernement fédéral sont entreposées dans plusieurs sites hautement sécurisés, dont le plus célèbre, c'est Fort Knox, évidemment. Alors, la Fed peut conserver de l'or pour le compte d'autres institutions ou des gouvernements étrangers, mais c'est bel et bien le Trésor américain qui gère l'or appartenant à l'État. Et donc, pour le coup, la déclaration de Powell, je vous mets d'ailleurs ici le post de Grégory Raymond, qui est très intéressant et qui permet de toujours avoir un éclairage sur ce qui se dit sur Twitter en général. Et il précise effectivement que si les US se constituent une réserve en Bitcoin, ce n'est pas la Fed qui sera en charge. Okay, donc, c'est une non-information. Donc, en gros, voilà. Donc, le marché a peut-être un peu surréagi à ça. Mais voilà. Donc, après, si vous avez un mot à dire, n'hésitez pas. Mais l'idée, c'était vraiment surtout d'éclaircir ces éléments-là qu'on a vus émaillés sur les réseaux et que peut-être certains n'ont pas compris ou ont mal compris. Je m'étais dit exactement la même chose que la conclusion de Grégory. C'est une non-information parce que c'est pas le rôle de la Fed, comme tu l'as très bien dit. Et puis, il y a aussi le fait que, je m'égare un peu sur le sujet là, mais le fait qu'on veut toujours, on veut souvent expliquer pourquoi le prix monte, pourquoi le prix baisse, et que des fois, en fait, il faut accepter qu'on ne sait pas exactement pourquoi,
mais que, bah, ça monte ou ça baisse, quoi. Mais, ça sert à rien de se casser la tête, en fait, des fois et faut juste, regarder le prix monter et c'est tout, quoi et ou regarder le prix baisser et puis attendre hem et 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 c'est tout, voilà. Parce que, parce que de toute façon, on n'aura jamais la réponse sur, le pourquoi du comment. Bah, le prix qui monte ou qui baisse, c'est aussi l'offre et la demande, j'imagine. Et ce qui est intéressant, je pense, de se dire, c'est que on est encore dans un marché relativement naissant, qui est très très sensible à ce genre de news, même quand ce sont des no news ou non information. Euh, donc, ouais, pas grand chose à rajouter de plus sur le sujet, mais effectivement, c'est intéressant aussi de voir comment le reste du marché est corrélé à ces non-informations sur le Bitcoin. Quand on regarde les prix des autres tokens ces derniers jours, c'est assez significatif. Parce qu'il y a le S&P 500 aussi, il me semble. Enfin, il y a tout le marché qui a dump, il y a aussi le marché traditionnel. Donc il y a peut-être plus de ça que l'histoire Oui, oui, que c'est de sûr la qu'il y a des réserve. taux, oui, exactement, la baisse des taux, pas forcément assez importante qui est prise en considération. Ok, très bien. On va passer à une autre news que j'ai trouvée assez intéressante, que j'ai trouvée sur Cointelegraph. Binance révèle que les meme coins surpassent désormais le Bitcoin dans les portefeuilles crypto. Alors, évidemment, cette news, elle est intéressante. Elle va me permettre d'avoir l'avis de TX et d'Alex sur les meme coins en général. Donc, en gros, ce que dit l'article, hein, c'est que sur un sondage mondial de Binance, basé sur les réponses de 27 000 utilisateurs issus de 6 continents, 16% des participants détiennent des meme coins contre seulement 14,4% pour Bitcoin. Et donc, ça démontre évidemment l'intérêt des utilisateurs pour ces cryptos hautement spéculatives, peut-on dire. Ces tokens plutôt, hein, la plupart n'ont pas leur propre blockchain. Et donc, voilà, donc, en gros, c'est un vrai moteur d'adoption de la croissance crypto. Et on le voit notamment avec le listing tous les jours, toutes les semaines, on a des nouveaux meme coins qui sont listés sur des énormes échanges centralisés. Donc voilà, donc pour le coup, évidemment, ça augmente l'adoption puisque dès lors qu'un meme coin, il est, comment dire, listé sur un échange centralisé comme Binance ou Kraken ou Coinbase, bah en fait, il a tout de suite une légitimité. Tu en dis, ah bah c'est bon, s'il le liste, c'est que c'est bien. Et donc, forcément, bah, tu as un cercle vertueux qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui créent des meme coins parce qu'ils pensent qu'un jour, ils vont être listés par Coinbase. Et puis, ça crée de l'argent, ça génère des profits de malades. Alors, beaucoup perdent, hein, 99% perdent de l'argent, attention, bien sûr. Mais voilà, donc pour le coup, là, j'en profite voilà, pour vous poser un peu la question, alors qu'on a eu quasiment un an de saison meme coin sur Solana, mais aussi sur Base et d'autres écosystèmes, hein, pour te demander d'abord peut-être à toi, Alex, comment tu vois cette tendance? Est-ce que tu la trouves... comment tu la trouves? Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une des conséquences de l'entrée dans un vrai bull market où tous les tokens, meme coins ou autres commencent à monter. Je voulais juste rebondir sur la news que tu présentais, un sondage. Je vois pas, enfin, si c'est on-chain, il n'y a pas de sondage. On regarde dans les wallets et on voit tout de suite s'il y a des bitcoins Non, ou parce que pas. Donc, le problème, je crois en tout cas, c'est que Binance pourrait potentiellement juste faire une analyse des détenteurs de sa plateforme à lui, tu vois. Sinon, t'imagines, il devrait faire une analyse globale, parce que tout le oui, monde global, a ce serait plus compliqué, ouais, effectivement. Ouais. c'est complètement compliqué. L'avantage du sondage, alors il est représentatif ou pas, mais bon, a priori, ils ont essayé de ratisser large, 26 000 personnes, 6 continents différents. Et l'avantage, c'est que c'est du déclaratif. Alors, Ouais. évidemment, chacun déclare ce qu'il veut, mais au moins, c'est tout wallet confondu, tu vois. Alors qu'une analyse on-chain, je pense que c'est très compliqué de savoir à qui appartiennent les wallets. Et donc, je pense, de mon point de vue, que c'est plus fiable de faire un échantillon représentatif avec des règles, hein, tu vois, on fait les choses bien, hein, plutôt que de faire une analyse on-chain. Je pense que c'est une usine à gaz. Enfin, après, TX pourra peut-être nous dire, lui, il fait un peu d'analyse on-chain, mais bon, en tout Non, mais cas, sur ce côté-là, j'ai rien à t'apprendre, hein. Tu l'as très bien dit. C'est que s'il y a un gars qui a un portefeuille sur Ethereum et qu'il a aussi un portefeuille sur Bitcoin, t'as aucun moyen, enfin, à moins qu'il y ait des liens, mais dans la plupart des cas, tu peux faire aucun lien entre les deux. Donc, ouais, c'est sûr que le système déclaratif est peut-être plus efficace. Et moi, de mon côté,
sur les meme coins, le truc, c'est que pendant longtemps, ça a été quelque chose qui a été rigolé un peu en mode, ouais, c'est, heu, c'est juste une tendance, enfin, c'est n'importe quoi, c'est de la dégénérie et tout ça, et j'ai l'impression que là, depuis quelques mois, il y a quand même une sorte de tendance où, certaines, alors c'est pas encore beaucoup de monde, mais une petite part commence à y investir de manière, sérieuse, tu vois? Comme, dans un but de gagner de l'argent, à moyen terme, tu vois? Genre, c'est pas juste de la spéculation à pile ou face, pendant, j'achète aujourd'hui et je revends le lendemain, tu vois? Ce petit changement de paradigme, alors je vais pas dire que, les meme coins, c'est, la nouvelle révolution, que, ça va tout changer, mais le fait que ce phénomène existe, ça me fait penser qu'il y a peut-être quelque chose au fond, qui va rester sur le long terme, et cette chose-là, je pense que, ce serait une forme de tokenisation des communautés. En fait, une sorte de moyen de, d'échanger de la valeur, sociale, et je sais que ça peut paraître un peu flou, mais Heu, en fait, c'est un phénomène, il y a des gens qui mettent de l'argent dedans, donc c'est bien qu'il y ait quelque chose, tu vois? Et même si il y a beaucoup de spéculation qui existe pour l'instant, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond à ça, et qu'il y a une sorte d'envie de créer des vraies communautés, et que ça, c'est quelque chose qui va rester, et on aura peut-être dans le futur moins la composante spéculation et plus, la composante sociale, et donc, potentiellement, ce serait une sorte de nouveau cas d'usage de la blockchain, en quelque sorte, quelque chose qu'on n'attendait pas, mais que, on a quand même aujourd'hui, quoi. Alex? Je rejoins ce que dit TX sur la partie communauté en fait. C'est un peu la promesse enfin la promesse, ça fait partie de ce qu'on peut attendre d'un NFT, c'est appartenir à un groupe d'utilisateurs qui partagent des intérêts communs ou des ambitions communes. Euh, et effectivement, il y a quand même un côté spéculatif non négligeable avec, comme tu le mentionnais, Jérémy, toutes ces attentes de listing sur les exchanges. Moi, je pense que c'est un peu aussi lié quand même à la tendance de marché actuelle, avec un Bitcoin autour de 100 000 dollars et une grosse année pour les cryptos. Ça incite quand même ce genre de projet à refaire surface et on voit l'intérêt d'ailleurs qui se matérialise par le nombre de lancements et les prix qui remontent et les listings qui s'accélèrent. Donc, ça reste intéressant à suivre également. OK, je comprends. Ouais, sur l'aspect, durable, «sustainable» entre guillemets, des meme coins, moi je pense que, les meme coins vont laisser leur place, aux NFT bientôt. Je pense que les NFT vont reprendre un peu de place dans le côté, actif, très communautaire, je pense. Notamment avec, la nouvelle blockchain Abstract, avec on voit les métriques du marché NFT qui explosent depuis quelques semaines, notamment avec des anciennes collections, mais aussi avec des nouvelles. Et je pense que petit à petit, en fait, on va voir les volumes des meme coins, se réorienter vers les, NFT dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, et qu'ensuite, comme tout est cyclique de toute façon, ça reviendra. Donc je pense que sur le très long terme, les meme coins seront toujours là. De toute façon, Doge a ouvert la voie et il est toujours là. Et il va l'être, je pense, toujours également. Mais par contre, je pense qu'il y aura quand même à un moment donné des grosses pertes importantes de volume, de croyances, de transactions dans les meme coins au profit d'autres mouvements tout aussi dégènes, mais peut-être différents. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense, mais avec un rapport cyclique, je pense que c'est trop tôt pour dire c'est bon maintenant, de toute façon, c'est sûr que ça restera toujours pareil. Enfin, je dis pas que c'est ce que vous avez dit, mais voilà, je lancerai peut-être un peu là-dessus parce que d'une part, on se lasse de tout. Et qu'à un moment donné, ouais, tout le monde a envie de voir des nouvelles méta, quoi. Parce que c'est une nouvelle méta, c'est ça qui crée le foisson, en fait. C'est pas un truc existant. Donc voilà, mais on verra. On en rediscutera de toute façon. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Non, j'ai rien. Et en plus, c'est très bien. On a réussi à tout voir ensemble. On a quasiment tenu le timing. Donc c'est parfait. Je vais cesser le partage de l'écran. Et on va passer à l'interview du jour. Alex, on va passer une petite heure ensemble
On va apprendre un petit peu à se connaître. D'abord, est-ce que tu veux bien commencer un petit peu par nous parler un petit peu de toi et de ton parcours? Je crois que tu as commencé dans la finance traditionnelle, mais si tu veux bien même aller un peu en avant, je ne sais pas si tu as fait des études, si oui, lesquelles? Est-ce que tu as fait... Voilà, parle-nous un petit peu de toi. Ouais, avec plaisir, bien sûr. Moi, j'ai fait une école de commerce à Grenoble. Et à l'époque, je voulais absolument travailler en finance de marché. J'avais cette ambition de travailler sur les marchés financiers. Et j'ai eu l'opportunité de commencer à Londres, à la Société Générale, en salle de marché, sur de la vente et du listing de produits dérivés. Donc tout ce qui est certificat Varant sur la bourse de Londres. Donc j'ai passé un peu plus de 4 ans à la SOG à Londres, et j'ai eu l'opportunité ensuite de rejoindre une fintech suisse qui s'appelait à l'époque EFG Financial Products, qui a IPO par la suite et qui s'appelle maintenant Leontech, pour lancer leur business sur le UK et par la suite sur les Nordiques. Et là, en fait, je gérais une équipe de vente. Donc, c'est toujours très axé produits financiers, trading, equity derivatives, etc. Et j'ai passé un certain nombre d'années là-bas et j'ai commencé à m'intéresser aux crypto. La première fois que j'ai entendu parler, je pense que c'était en 2012. Et je me souviens avoir commencé l'enregistrement sur une plateforme pour essayer de mettre quelques centaines de dollars sur le Bitcoin et j'ai été interrompu. Et je me suis réveillé en fin 2015-2016 et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'onboarder sur des plateformes comme Kraken pour passer côté crypto. Et je suis arrivé dans fin 2019, 2020, à un niveau de ma carrière où je pouvais continuer à faire la même chose ailleurs ou passer côté crypto. Et c'est ce que j'ai eu l'opportunité de faire avec Fireblocks, que j'ai rejoint, ça va faire 4 ans maintenant, tout début 2021, en tant que vendeur de la plateforme Fireblocks. Donc je pense qu'on pourra parler de Fireblocks par la suite, mais la boîte était vraiment toute petite à l'époque, c'était un peu un pari pour moi. Et aujourd'hui, je suis en charge de la distribution de notre solution sur la France, le Moyen-Orient et l'Afrique, sur tous les types de clients et tous les cas d'usage blockchain auxquels on peut penser. Je ne sais pas si ça répond à ta question, si tu voulais quelque chose de plus détaillé. Non, non, c'est bien comme parcours. Est-ce que tu peux nous dire peut-être dans tes précédentes expériences, qu'est-ce qui t'a peut-être le plus marqué et qu'est-ce qui t'a donné envie justement peut-être de quitter la finance traditionnelle pour l'écosystème crypto, même si Fireblocks, c'est pas la boîte la plus dégène, tu vois, mais quand même, ça reste quand même une boîte dans l'écosystème, on va dire, Web3. C'est une bonne question, ça. Lorsque je bossais dans mon précédente boîte chez Leontech, en fait, donc c'est très lié au marché financier, à l'économie en général, au taux d'intérêt, à la volatilité, au prix des actions, de tous les sous-jacents sur lesquels on pouvait imaginer des produits. Mais ça reste un peu, j'allais dire, répétitif. Et au-delà de ça, c'est un marché pour lequel la croissance reste limitée, j'allais dire. C'est-à-dire que tu as un marché donné avec différents acteurs. Leontech était un émetteur de produits financiers et moi je contribuais à l'émission de ces produits, à la gestion d'une équipe de vente sur plusieurs territoires. Mais en fait, c'est un marché qui était relativement concurrentiel et surtout le taux de croissance du marché en tant que tel était relativement limité. Donc, tu pouvais par exemple avoir une part de marché de, je ne sais pas, 8%, et puis peut-être que l'année prochaine, ta part de marché, c'était 9% et 10% sur un marché qui allait grossir de, je ne sais pas, 2 à 5%. Quand on regarde le marché crypto à côté, oublions les histoires de part de marché, mais le marché en tant que tel, lui, grossit de 200% ou 200% par an. Et donc, en fait, ce qui était intéressant pour moi, c'est de me dire que j'étais encore à un stade de ma carrière où je pouvais me permettre de prendre des risques, donc de quitter un univers financier traditionnel relativement confortable pour aller sur un marché un peu plus risqué, forcément, vu le taux de croissance et le fait que c'était vraiment early stage, aussi bien pour la boîte que j'ai rejoint, Fireblocks à l'époque, que pour l'adoption de manière générale. Et de me dire qu'il y avait un vrai upside et que c'était vraiment quelque chose qui, à mon sens, était
transformatif, en fait, dans le sens où j'avais pas à créer de nouveau des produits financiers qui, au lieu de faire ça, allaient faire ça, mais j'allais contribuer à un changement presque de société, en fait. Quand on réfléchit Non, à mais ça, je pense que dans n'importe quel écosystème, on te dirait, frérot, doucement, changement de société. Mais c'est vrai que dans ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, on a ce sentiment d'être un peu early. On le voit aujourd'hui, le président des Américains dit la même chose que ce qu'on dit depuis des années. Donc, ouais, voilà, c'est légitime de dire ça, tu vois. Et je le dis aussi pour ça fait un peu prétentieux quelque part, mais au final, ça. quand tu dis, Ouais. tu vas pouvoir réduire ta dépendance à des acteurs financiers traditionnels, tu vas pouvoir gérer toi-même les transactions ou la valeur que tu fais circuler avec tes contreparties, c'est quand même assez puissant, en fait, comme statement. Ouais. Non, mais complètement. Et je pense, TX, n'hésite pas évidemment à intervenir quand tu veux, mais je pense que si on est aussi passionné par cet écosystème, même dans les moments très difficiles, on en discutera juste après, parce que bah, comme n'importe quelle entreprise, pendant le bear market, c'est toujours un peu plus difficile que pendant le bull run. Mais parce que en vrai, on se dit que on a ce sentiment, à tort ou à raison d'ailleurs, parce qu'en fait, on ne sait pas, hein, mais on a ce sentiment quand même que de toute façon, in fine, soit tout le monde finira par comprendre, soit ça, soit in fine, de toute façon, tout sera tokenisé. Donc voilà. Et dans tous les On pourra cas, quand même gagner. dans tous les cas, tu as gagné, tu vois. Après, voilà. Et on se dit qu'au pire, si ça marche pas, etc., bah, entre-temps, on aura rencontré des personnes de tous les milieux. C'est vrai, dans le Web3, on voit des artistes, on voit des philosophes, on voit des économistes, on voit des entrepreneurs, on voit des techos, on voit des marketeurs, des mecs qui viennent de milieux complètement différents et qui se rejoignent pour des raisons d'ailleurs souvent différentes, hein. Mais rien que ça, c'est une richesse exceptionnelle. Moi, j'ai fait 400 interviews en 2 ans et demi. Enfin, c'est énorme la richesse que tu tires de ça. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus et je comprends ce sentiment d'avoir envie de changer un peu les choses qui étaient peut-être un peu plus difficiles dans la finance traditionnelle, où les choses sont établies depuis 100 ans à peu près, peut-être on peut dire, le début Ouais. de la course, quoi. Ouais. Ok. TX, toi aussi, tu es dans le Web3 pour changer le monde? Pour changer le monde, j'irai pas jusque-là, mais pour changer mon monde à moi, ouais, pourquoi pas? Là, c'est Non, intéressant. mais c'est sûr que oui, enfin, j'ai l'impression de dire des banalités, mais quand on s'intéresse à quelque chose, enfin, tu te lèves le matin, t'as pas l'impression de travailler. Enfin, j'irai peut-être pas jusque-là, mais enfin, il y a quand même des choses pénibles à faire comme partout. Mais même dans le job que tu préfères, mais c'est quand même un peu plus simple. Et puis surtout, quand tu peux rencontrer plein de gens, j'ai quand même eu l'occasion de faire pas mal d'événements et puis, bah, justement, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, GRM, et on rencontre des gens passionnés qui sont géniaux à chaque fois. Ouais. Alors, Jérémy, j'ai pas dit changer le monde, hein. J'ai dit, je mets un bémol là-dessus. J'ai dit participer à un vrai changement structurel plutôt que Non, changer mais le on monde. refera le replay, mais il y a eu une petite envolée lyrique quand même. Mais je te rejoins. Donc en vrai, tu as même. Enfin, voilà. Mais non, je crois que dans le replay, on verra que tu as dit à un moment donné un truc un peu moins. Mais c'est très bien. Et puis de toute façon, ce serait mentir que de dire qu'on n'a pas au fond de nous cette conviction que bah, le système traditionnel est arrivé à ses limites, tu vois. Puis on n'invente rien en plus. On le voit, on le constate et l'actualité nous le montre chaque jour. Revenons un peu, si tu veux bien, sur Fireblocks. Je vais être très honnête avec toi, Alex. Je crois que l'immense majorité, même de l'écosystème crypto, je ne parle même pas de la population, ne sait pas ce que fait Fireblocks. Parce qu'en fait, vous êtes une boîte très corpo, vous êtes présent dans quelques événements, mais on ne va pas vous voir parce qu'on voit que c'est du B2B, tu vois, donc on ne comprend pas trop. Et à moins qu'on ait bossé nous-mêmes en tant qu'entrepreneur et qu'on a eu besoin des services de Fireblocks, moi ça a été mon cas à l'époque, mais sinon, à part ça, je crois que l'immense majorité ne savent pas ce que fait Fireblocks. Donc là, c'est une occasion qui t'est donnée de nous présenter de façon très simple et peut-être les différentes activités de Fireblocks pour qu'on arrive à placer ce géant, parce que c'est quand même gros, hein, Fireblocks, tu vois, sur l'écosystème. Oui, bien sûr. Bah, tu l'as mentionné, c'est une boîte B2B. Donc en fait, nous, on fournit une tech qui permet à n'importe quelle entreprise qui fait quelque chose sur la blockchain de sécuriser ce qu'elle fait. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, il y a une grosse partie de cybersécurité
Et je dirais qu'il y a 4 produits essentiels qui sont fournis par Fireblocks, qui permettent de sécuriser l'intégralité des cas d'usage qu'on peut imaginer sur la blockchain. Le premier produit, c'est les wallets. Wallet B2B ou wallet B2B2C. Pour donner un exemple ici, il y a des boîtes comme D-Block ou comme Revolut qui utilisent Fireblocks, donc c'est des millions et des millions de wallets. Donc l'offre de Fireblocks, c'est une offre self-custodial, donc c'est Revolut qui va détenir la clé des assets des clients et faire les opérations qui sont associées aux cryptos. Il y a aussi un modèle B2B2C où en fait un intermédiaire par exemple un concurrent de Revolut, pourrait créer des wallets pour les utilisateurs retail comme toi et moi, et c'est l'utilisateur final retail qui aurait la clé de son wallet. Mais ça reste self-custodial dans le sens où Fireblocks n'est pas un custodian. Donc on fournit une tech qui permet de sécuriser des wallets et des clés. Ça, c'est vraiment le premier pilier à très grande échelle. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle Crypto Treasury. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a ce wallet, on va pouvoir le connecter de façon ultra sécurisée avec le reste du marché. Donc ça peut être des crypto-exchanges, ça peut être des fournisseurs de liquidités, ça peut être la finance décentralisée, tout ce qui va être on-chain. Et la particularité de Fireblocks ici, c'est ce qu'on appelle le Fireblocks Network, qui permet en fait de connecter entre eux deux clients de Fireblocks sans qu'ils aient ce besoin de copier-coller ou whitelister leurs adresses de wallet. Donc tu imagines, tu es Revolut ou tu es une entreprise qui fournit des services crypto ou un crypto exchange comme Crypto.com, tu vas te connecter avec une contrepartie, par exemple un fournisseur de liquidité. Tu vas pouvoir, depuis ton workspace Fireblocks, te connecter avec eux pour envoyer ou recevoir de l'USDT ou autre chose, sans avoir à dire c'est de l'USDT sur cette chaîne, ou sans avoir à dire mon adresse se termine par 02 BC, par exemple. Donc ça va être encrypté et sécurisé end-to-end. Et ça, c'est le deuxième pilier de Fireblocks, c'est ce qu'on appelle Crypto Treasury Management. C'est la possibilité, depuis ton wallet, de sécuriser ton interaction avec d'autres contreparties pour sourcer de la liquidité ou faire du staking, par exemple. Le troisième pilier, c'est le pilier tokenisation. Donc là, on permet à nos clients soit d'importer des smart contracts qu'ils ont construits en dehors de Fireblocks et de gérer la gouvernance associée à ces smart contracts et tout le lifecycle management des smart contracts, soit de construire directement depuis Fireblocks sur des smart contracts qui sont déjà audités. Par exemple, Tokeny ou Bitbond ou OpenZeppelin, donc tu as le librairie de smart contracts et tu peux, depuis Fireblocks, en toute sécurité, lancer des stablecoins, des NFT ou tout ce que tu veux. Et le dernier pilier, c'est ce qui concerne les paiements, où en fait Fireblocks permet de sécuriser l'orchestration de ce que tu peux faire en termes de paiement sur la blockchain. Donc tu peux imaginer pay-in, pay-out, cross-border. Par exemple, tu pourrais dire pour on-ramper, je vais utiliser le fournisseur A ou le fournisseur B, je vais on-ramper en USDT ou en USDC, et pour off-ramper, je vais utiliser la contrepartie D ou E dans ce pays ou ce pays. Donc voilà rapidement les 4 grands produits de Fireblocks. Et effectivement, tu as raison, c'est vraiment B2B. Notre mission statement, c'est de permettre à tous les business d'interagir de façon sécurisée à l'échelle sur la blockchain. Ok, très clair. Et bien, effectivement, ça en fait des activités. Ça fait combien de temps que ça existe, Fireblocks, à peu près? Je crois que le premier client a été onboardé en 2019. Moi, j'ai été rejoint en 2021. On venait de signer Revolut, qui était le client numéro 100. Et aujourd'hui, on a à peu près 2000 clients institutionnels. On est une boîte globale. Donc moi, je suis basé en France, mais on a des gens partout sur Terre. Et on travaille aussi bien avec des boîtes de paiement type Visa ou Checkout que des grosses boîtes de trading, des crypto exchanges, des émetteurs de stablecoin et toutes les entreprises en fait qui pourraient avoir besoin de sécuriser quelque chose sur la blockchain, c'est un des services qu'on va pouvoir fournir. Et vous avez de la concurrence aujourd'hui ou pas? Oui, on a de la concurrence sur certains des 4 piliers que j'ai mentionnés. Sur le pilier wallet, on a certains concurrents qui fournissent ces wallets. On a des concurrents, mais c'est plutôt indirect sur la partie tokenisation. Mais c'est vrai la plateforme a été construite avec pour ambition de permettre en fait de gérer tout ce qui va être on-chain, que ce soit l'émission d'un stablecoin, la création de milliers de wallets. Je crois qu'on a généré plus de 250 millions de wallets pour donner un ordre de grandeur.
ou de faire du trading de crypto. Donc, en fait, en termes de proposition de valeur, c'est vraiment une plateforme, j'allais dire centralisée, une plateforme qui permet de sécuriser tous les cas d'usage blockchain auxquels on pourrait penser pour des institutionnels. Je t'entends plus là, Jérémy. Ouais, ça m'arrive d'oublier de unmute. Vous êtes quand même leader aujourd'hui sur ce marché, on peut dire. Je ne sais pas si on est leader, mais on a une part de marché importante dans beaucoup de pays, ouais, effectivement. Ouais. Ok, alors justement, revenons un peu à ton activité. Donc toi, tu es France, Moyen-Orient et Afrique. On avait reçu un de tes collègues dans une table ronde récemment avec Cédric Nicolas. Pascal, je crois, son prénom. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Pascal, exactement. Donc Pascal, il couvre l'Afrique, tout à fait. Ouais. C'est ça. Une table ronde passionnante sur la blockchain dans les pays émergents. Et il y avait aussi d'autres entrepreneurs qui étaient avec nous. Enfin, c'était vraiment hyper cool. Alors toi, donc, tu es basé en France, mais tu t'occupes du Moyen-Orient, de l'Afrique. Alors, est-ce que tu peux peut-être là aussi nous raconter un petit peu ta journée type, un petit peu déjà comment un homme peut diriger 3 régions qui représentent des milliards de population. Bon, je vulgarise, mais c'est pour comprendre. C'est quand même une zone qui est très grande. C'est quoi ta stratégie justement pour, je ne sais pas si tu dois faire connaître ou si tu dois faire juste la négo. Enfin, raconte-nous un petit peu concrètement ce que tu fais toi en tant que responsable des ventes, sales manager, je crois que c'est le terme. Ouais, ben, j'ai la chance de m'appuyer sur une équipe extraordinaire que j'ai eu la possibilité de créer en fait. Peut-être pour revenir 2 secondes sur mon parcours. Donc quand je suis arrivé, j'étais l'employé numéro 60 chez Fireblocks et aujourd'hui on est à peu près 700 pour te donner un ordre de grandeur. Donc entre 2021 et fin 2024, on est passé de 60 à 700. Donc et j'ai le bear market, ça vous a rien fait du tout. Si, alors il y a des impacts, on pourra en parler après, mais on a quand même continué à bien grandir et j'ai la possibilité de créer une équipe vraiment solide sur ces 3 régions, donc sur la France, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et comment je fais? Je m'appuie sur une équipe vraiment très forte. On est organisé en coverage géographique. C'est-à-dire que je travaille donc avec Pascal que tu avais rencontré sur l'Afrique. Donc lui gère l'Afrique avec des cas d'usage qui sont très tournés paiement. Jérémy, lui, travaille sur la partie France. Donc c'est un marché qui est beaucoup plus mature. On a déjà une très grosse présence en France. Quand tu prends la liste des PSAN, t'en as beaucoup qui sont chez Fireblocks. Et après, au Moyen-Orient, j'ai eu la possibilité d'ouvrir des bureaux à Dubaï plus tôt dans l'année. Et il y a plusieurs personnes qui couvrent depuis Dubaï toute la partie, donc les pays du Golfe, la Turquie, Chypre, Israël. Et là, on a encore une fois une variété de cas d'usage différents. Donc, moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'on est successful sur ces pays-là, qu'on a un go-to-market qui permet de répondre aux attentes du management, évidemment, mais aussi de nos clients en termes de support, de services et de produits qu'on pourra lancer dans ces régions. Donc, j'ai la chance parce que c'est une région, enfin, comme tu le disais, c'est un gros périmètre. Mais en réalité, quand on regarde, pour prendre l'Afrique, qui est quand même un gros continent, les gros pays actifs, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment 2 pays. Effectivement, il y a d'autres clients au Ghana, dans d'autres pays, etc. Mais c'est vraiment, ça se restreint à 2 marchés essentiels. Il n'y a pas le Maghreb? Pardon? Dans la liste que tu évoques, il n'y a pas le Maghreb. Ben, en fait, l'une des conditions à l'adoption, ou en tout cas l'adoption institutionnelle, ça reste la régulation. Oui. Donc le Maroc est très haut dans la liste, Maroc, effectivement, ouais. Mais il n'y a pas de régulation. Ok, je vois. Et en fait, c'est dans ces pays émergents, même si tu as par exemple, donc la Turquie, c'est un autre exemple, qui est un bon exemple, on a une grosse part de marché. Il y a une régulation qui est en train d'être mise en place, mais c'est un marché sur lequel c'est un énorme marché en termes de crypto adoption. Tu as la Turquie, le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud peut-être qui sont en tête de liste. Mais l'un des critères pour l'adoption institutionnelle, ça reste la régulation. Donc en fait, sur plein de pays, même du Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, il n'y a pas de régulation, par exemple, sur les cryptos. Donc il y aura peut-être des utilisateurs, mais nous, on travaille avec des entreprises ou des banques
Donc la condition sine qua non, ça reste la régulation. Ouais, je vois. Ouais, donc ok, ouais, je vois complètement. Et vous participez en matière de lobbyisme ou de discussion avec les autorités? Est-ce que vous vous impliquez dans ces choses-là ou vous arrivez au moment où c'est fait? C'est pas votre problème concrètement? C'est une bonne question. Alors, si c'est notre problème, bien sûr. Nous, on n'est pas régulé en tant que tel, puisqu'on fournit une tech qui va permettre à nos clients d'être régulés, mais on est très impliqué dans toutes ces discussions avec les régulateurs. On est en contact régulier avec les régulateurs des pays que j'ai mentionnés. On va souvent les voir avec des clients d'ailleurs, qui vont avoir des questions. On participe à des tables rondes, à des débats. En France, par exemple, on est board member de l'ADAN, par exemple. Ouais. Donc on est très impliqué là-dedans. Et je pense qu'on se présente comme une ressource pour les régulateurs. Pas une ressource dans le sens où, comme on a une footprint globale et qu'on opère aussi bien en Australie, au Brésil ou n'importe où, en fait, on voit ce qui marche pas, quels sont les retours, les contraintes, et ça nous permet de donner de l'information aux régulateurs pour qu'ils puissent mettre en place les mesures qu'ils vont juger adéquates pour leur pays. Est-ce qu'il y a, est-ce que entre les pays, il y a une grosse disparité de régulation ou de la manière dont ça marche, comment toi tu gères ça, le fait que, il y a peut-être des pays où, les peut-être les us sont pas les mêmes, et ça fait que le marché est complètement différent. En fait, j'ai aucune idée de comment ça marche, mais je me dis, il doit y avoir d'énormes disparités peut-être entre, je sais pas, entre le Nigeria et l'Arabie Saoudite ou je sais pas quel autre pays. Est-ce que Oui, tu peux m'en exactement. dire un peu plus sur ça? Il y a des disparités énormes. Si on prend l'exemple du Moyen-Orient, par exemple, Dubaï est très bien régulé. Tu as plusieurs, ce qu'on appelle free zone, donc zone d'enregistrement d'entités. Tu as deux régimes. Tu as le régime VARA pour Dubaï et le régime pour Abu Dhabi. Et c'est vrai qu'en termes d'organisation, d'action et d'efficacité, c'est assez incroyable à quel point ils sont capables de développer quelque chose rapidement. Et en parallèle, tu as des pays comme tu faisais allusion au Nigeria, où c'est long, c'est compliqué. Tu as la Turquie également qui parle de régulation depuis 2021. On en est au deuxième draft littéralement en ce moment et on voit que petit à petit, on va se rapprocher vers une régulation, mais ça aura pris vraiment beaucoup de temps. Et puis plus récemment, tu as le Maroc qui a annoncé l'ambition de créer un régime pour les cryptos. On va voir à quelle vitesse ça se présente. Après, de notre côté, on peut pas faire grand-chose non plus au-delà de proposer nos services et notre expertise, surtout en termes de cybersécurité. Par exemple, pour être précis, sur la Turquie, on a des discussions avec l'agence qui définit les standards de cybersécurité sur la partie blockchain. Et donc là, on se présente en ressources pour expliquer comment nous, on a par exemple dans notre tech, superposé des couches de protection pour s'assurer que la solution Fireblock soit toujours ultra sécurisée. Après, le régulateur ou les agences de sécurité vont utiliser ça comme ils le souhaitent, et on espère que ça permet d'accélérer le rythme auquel les régulations vont être mises en place. Mais au final, on est juste un fournisseur de tech. TX, c'est bon pour toi? Ouais, ça a très bien répondu à ma question du coup, ouais, merci. OK. Alors justement, parlons un peu des usages, de la blockchain. Tu disais tout à l'heure qu'en Afrique, c'était surtout le paiement. Est-ce qu'il y en a d'autres? On parle d'inclusion financière, on parle de microcrédit, on parle donc de finances potentiellement, décentralisées. C'est quoi les usages si on prend les différentes régions, pour peut-être j'allais dire cartographier un petit peu les usages et voir peut-être les différences entre elles. La France, bah, on connaît un peu, quoique peut-être qu'il y a des usages qu'on sous-estime ou qu'on méconnaît.
et ensuite peut-être en Afrique, et puis enfin au Moyen-Orient. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo rapide des différents cas d'usage, peut-être, en tout cas ceux qui sont prépondérants par rapport à d'autres, parce que bon, j'imagine que y a peut-être pas qu'un seul cas d'usage par région, évidemment. Non, c'est un bon point que tu mentionnes. En fait, je pense que dans toutes les régions, on retrouve, peut-être à l'exception de la Turquie, tous les cas d'usage qu'on peut imaginer. Donc, stablecoin, tokenisation, crypto trading. Après, il y a des tendances fortes où, par exemple, l'Afrique va surtout être tournée sur les paiements. Alors, comment est-ce qu'on peut aider sur ces cas d'usage ici? Je pourrais te donner l'exemple de Yellowcard, qui est un de nos clients. En fait, ils ont créé, eux, je crois que c'est 17 corridors sur les pays d'Afrique. Donc, corridor, ça veut dire que tu es par exemple en Afrique du Sud ou tu veux envoyer du ZAR au Nigeria. Ils vont te permettre, dans leur application, de on-ramp ton ZAR en USDT, d'envoyer l'USDT au Nigeria et de le off-ramp en NGN pour que l'utilisateur de l'autre côté reçoive la devise. Donc, le cas d'usage des paiements en Afrique est extrêmement présent. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. En Afrique du Sud, on voit également la partie. Concernant le paiement, ça répond à quel problème existant aujourd'hui? Le coût, le problème de bancarisation, les délais de traitement, ça répond à quel problème, cette je sais pas, blockchainisation des paiements? Le coût et le temps, essentiellement. En fait, aujourd'hui, quand tu veux envoyer de l'argent d'un pays à un autre en Afrique, il faut que tu passes par une, potentiellement deux banques correspondantes qui vont chacune charger des frais. Et tu auras une visibilité limitée sur où est l'argent à l'instant T. Passer par la blockchain, ça te permet, en l'espace de quelques minutes, pour des coûts quasiment négligeables, de transférer d'une devise à l'autre. Donc, c'est essentiellement le temps et l'argent que ça coûte qui vont être économisés par les blockchain rails. Et ça, j'imagine qu'il y a quand même des résistances, parce que c'est le business des banques, le business des prestataires peut-être de paiement transfrontaliers aussi, qui se font un pognon de dingue, comme dirait l'autre. On en citera certains, que ce soit MoneyGram ou ce genre de choses, qui se font des commissions. Moi, je me rappelle avoir traité avec eux dans une autre époque de ma vie, et c'est vrai que c'est du 8 à 15% de frais, c'est des délais qui sont énormes, c'est une transparence qui est souvent discutable. Donc comment eux, ils interviennent justement? Est-ce que eux, ils se disent bon, bah tant qu'à faire, mieux vaut s'allier, parce que de toute façon, à un moment donné, on peut pas freiner le truc, ou au contraire, ils essayent de freiner tout leur poids parce qu'ils voient que c'est des parts de marché qui potentiellement leur échapperont? Alors, je pense que tout le monde le voit, hein. Les banques le voient, les compagnies de paiement traditionnelles le voient. On est arrivé à un stade aujourd'hui où il n'y aura plus de retour en arrière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des régulations qui ont été mises en place dans un certain nombre de ces pays qui permettent de façon légale, à l'échelle, à ces entreprises de faire ce qu'ils font. Et donc, effectivement, tu as tout à fait raison. Les banques voient ça. Et d'ailleurs, les banques voient ça dans plein de pays. Enfin, en France aussi, les banques réalisent que tous les mois, il y a beaucoup d'argent qui part chez Binance et chez d'autres plateformes d'exchange. Et c'est quelque chose qu'ils pourraient faire avec. Elles sont en train de se réveiller. C'est des banques et c'est normal, ça prend du temps. Mais c'est quelque chose qui est en train de se passer. Le cas d'usage des paiements pour la blockchain est vraiment un des développés sur l'année 2025 et 2026. Parce qu'en fait, avec l'avancée de la régulation dans tous ces pays où le transfert d'argent est difficile, on va avoir de plus en plus de cas d'usage où les blockchain rails vont être utilisés. Alors après, pas forcément partout, tu vois, envoyer des euros aux États-Unis en dollars, c'est très facile et ça coûte pas beaucoup d'argent, tu vois. Mais sur tous les pays où l'accès est plus compliqué, où tu as beaucoup d'intermédiaires et où ça prend du temps et où tu manques de visibilité, bah, la blockchain répond à toutes ces problématiques-là. Et grâce à la régulation qui est de plus en plus présente, le retour en arrière ne sera plus possible. Et surtout, ça va forcer les acteurs traditionnels à offrir ce type de service pour leurs clients qui partent vers ces fintechs comme Yellowcard, par exemple. Mais c'est ça, parce qu'en fait, parlons du marché de la rémittance, par exemple, qui représente aujourd'hui avec l'Afrique un marché qui est supérieur aux aides au développement.
typiquement, ça représente des centaines de milliards de dollars, juste par exemple pour la France, hein. Bref, c'est énorme. Et donc là aussi, on a des acteurs qu'on connaît, Western Union, MoneyGram, etc. Est-ce que ceux-là, aujourd'hui, vous êtes en pourparlers avec eux ou d'autres? En tout cas, voilà, parce qu'ils ne pourront pas le faire seuls, ils n'ont pas l'expertise, c'est pas leur truc au départ, tu vois, ils devront le faire avec des personnes qui connaissent ces flux et cette techno. Est-ce que, par exemple, il y a des initiatives qui ont déjà été lancées là-dessus ou dont tu as connaissance, ou peut-être auxquelles tu as participé, je ne sais pas? Absolument. Aujourd'hui, je pense que tous les gros PSP de la Terre regardent les blockchain rails. En fait, la réalité, c'est qu'il y a déjà des flux énormes qui passent par la blockchain. En fait, aujourd'hui, quand tu regardes sur les volumes en USDT ou en Bitcoin, tu vois bien que il y en a un qui est là et il y en a un qui est là. Aujourd'hui, l'USDT est vraiment utilisé et l'USDC et d'autres stablecoins sont utilisés déjà à très très grande échelle. Et oui, effectivement, tous ces gros acteurs du paiement, on a des NDA dans Non, tous non, les bien sens. sûr, tu dis que Mais ce que non, tu mais veux dire, évidemment. tout le monde le regarde. Et en fait, aujourd'hui, le challenge, c'est le go-to-market. C'est est-ce que tu vas être capable de lancer ton activité de transfert par les stablecoins ou par autre chose dans 6 mois, 1 an ou dans 3-4 ans. Et la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de compétition sur ce secteur. Et pour l'instant, ça reste un marché qui est profitable, même quand tu passes par les blockchain rails. Mais tu vas avoir, c'est sûr, de plus en plus de compétition sur le secteur et les marges vont se compresser, ce qui sera très bien pour l'utilisateur. Mais en termes de challenge pour les fournisseurs de paiement, il y a un réel enjeu de time to market, en fait. Et les solutions comme celles qu'on propose permettent justement, en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, d'ouvrir 1 ou 2 ou 3 corridors. Et on a beaucoup d'exemples de clients qui permettent de faire ça également pour des institutions. En France, il y a par exemple Fipto ou Nilos, je ne sais pas si tu connais, tu as déjà discuté avec ces entreprises, mais elles permettent de gérer pour des entreprises de façon extrêmement sécurisée, indifféremment de l'euro ou des cryptos, pour justement avoir des paiements quasiment instantanés dans tout un tas de devises et pour un certain nombre de corridors. Désolé. Ok, je vois. Très bien. Donc, non, mais c'est bien. Tiens, il y a une petite question dans les commentaires. Ça n'a rien à voir, mais je te la pose comme ça. Kevin aura sa réponse. Toujours pas de support pour Gnosis? Je sais pas. J'ai pas la réponse à la question. On a une page sur laquelle on définit on partage d'ailleurs notre roadmap avec nos clients. Pour donner un peu de contexte autour de ça, on supporte à peu près 80 blockchains aujourd'hui. On en rajoute 3 à 4 par trimestre. Et tout est disponible sur le site web, mais je ne sais pas pour Gnosis où ça se situe sur la roadmap. Ok, bon, bah Kevin, au moins tu auras eu ta réponse. Alors, donc, si on continue un petit peu, donc l'Afrique, on a compris, effectivement, je comprends totalement. En France, est-ce qu'il y a des choses que peut-être on sous-estime en termes de use case et auxquelles vous êtes confrontés? Et deuxième question, c'est quoi votre approche par rapport à ta vision? Alors, peut-être à toi, Alexandre, peut-être pour pas forcément parler au nom de Fireblocks parce que tu n'es peut-être pas le mieux placé, mais quelle est ta vision de la réglementation justement en France et donc en Europe, hein, puisque maintenant elle est européenne, hein, et elle le sera encore plus à compter du 30 décembre puisque MiCA sera complètement développé. Donc voilà, donc première question, en termes de use case en France, est-ce qu'il y a des choses que peut-être on sous-estime, des choses peut-être un peu plus surprenantes, et ensuite, quelle est ta vision justement de la régulation? Est-ce que tu penses que c'est bien ou est-ce que question qu'on pose à tout le monde, mais certains ont des takes un peu différents là-dessus. Est-ce que ça nous fait prendre un retard considérable sur les autres régions du monde, voilà, ou est-ce qu'au contraire, c'est un prérequis si on veut avoir notre place dans l'industrie crypto, quoi, voilà, en gros. Alors en France, on a quand même de la chance d'avoir un écosystème assez riche côté crypto. On va retrouver tous les cas d'usage qu'on peut imaginer, donc tokenisation, émission de stablecoin, crypto buy wholesale pour des banques traditionnelles ou retail. Je pense qu'il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui sont en train d'être mis en place à l'heure actuelle pour l'année prochaine, et je pense qu'on va avoir de belles surprises l'année prochaine dans l'écosystème français avec des lancements d'offres crypto pour potentiellement des clients retail. Donc c'est quand même assez excitant.
On a aussi des projets de tokenisation, d'émissions de stablecoin, comme je le mentionnais, qui vont avoir lieu l'année prochaine. Donc, en termes de cas d'usage, on retrouve un peu tous les cas d'usage. Il n'y a pas autant la dynamique paiement que ce qu'on pourrait avoir en Afrique, mais on retrouve vraiment toutes ces dynamiques-là. Et d'un point de vue régulation, je pense que c'est une chance incroyable qu'on a en France d'avoir un cadre juridique et réglementaire clair qui permet à n'importe quelle institution qui s'en donne les moyens d'offrir des services crypto à ses clients, d'émettre des actifs tokenisés, des stablecoins. Et je pense que c'est une grande chance. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui les entreprises qui choisissent de s'établir en France ou de s'installer en France pour justement bénéficier du passporting et offrir des services au reste de l'Europe, c'est un vrai signe encourageant de services qui sont fournis et qui permettent en fait une adoption des cryptos et des actifs digitaux en France et en Europe. Donc, je pense que c'est vraiment une chance en fait d'avoir ce cadre réglementaire. Ok, donc tu penses que cet écosystème riche dont tu parles, il va pouvoir perdurer et surtout se développer, ou est-ce qu'en fait il va être mis entre les mains de ceux qui ont les moyens, en fait, le frein à l'innovation, en fait, c'est ça la véritable question. Alors vous êtes une très grosse boîte, vous êtes installé, vous bossez qu'avec avec des boîtes qui ont les moyens de se payer les services de Fireblocks, parce que je pense que ça joue aussi, c'est normal, parce que non. Je suis pas trop d'accord là-dessus en fait. Vous bossez avec des toutes petites boîtes qui n'ont pas forcément de gros moyens. Non, absolument. On bosse avec tous les types de. En fait, on bosse avec tous les types de clients. On bosse aussi bien avec Bank of New York Mellon, qui est la plus grosse banque dépositaire, qu'avec une petite start-up de 2 personnes qui lance un smart contract. Et d'ailleurs, si tu vas sur fireblocks.com/pricing, tu as les prix et tu peux commencer à construire sur Fireblocks dès que tu as un projet blockchain. Et en fait, le point commun entre tous nos clients, que ce soit des énormes asset managers qui tokenisent des money market ou que ce soit des développeurs qui lancent un projet de NFT, leur point commun, c'est l'ambition de pouvoir scaler sans compromis sur la sécurité. Et c'est pour ça justement qu'on a ces petits packages qui permettent de commencer de façon très sécurisée, même sans avoir des moyens financiers importants. Donc c'est pour ça que je me permettais de rebondir là-dessus. On travaille effectivement avec des très très gros acteurs, mais aussi avec des tout petits acteurs. Et on a vu, pour rebondir sur le point que tu faisais précédemment sur le bear market, que pendant le bear market, on a eu moins de petits acteurs qui se sont lancés. Mais on a continué à avoir des gros projets d'infrastructure avec des banques ou des gros asset managers pour lesquels le prix du Bitcoin n'a absolument aucun impact. Donc on a continué à avoir cette dynamique qui ne nous a pas impacté autant que si on était uniquement adressé à un type de client par rapport à un autre. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je t'explique. Si, complètement, et tu as tout à fait raison de me corriger, parce que c'est vrai que on peut avoir des idées reçues, on peut penser intuitivement, mais il n'y a que toi qui peux nous dire effectivement quel est le spectre des clients que vous avez. Donc non, au contraire, il le faut, c'est important. Ok, pour la France, c'est très clair. Alors, Moyen-Orient, on parlait de Dubaï. Alors, Dubaï, c'est pareil. On voit qu'il y a une volonté de la part du royaume de devenir un endroit vraiment très pro-crypto, avec une réglementation de plus en plus claire. Pour certains, même, on peut dire plus souple que ce qu'on a, par exemple, en Europe. On a aussi des conditions fiscales qui sont assez attractives, hein, on ne va pas se mentir. On voit plein de boîtes françaises, même des très connues, qui partent effectivement se positionner là-bas, parce que c'est trop compliqué en France, parce que c'est trop cher, etc. etc. Vous travaillez là-bas avec des acteurs européens, ou est-ce que vous travaillez avec des acteurs locaux et c'est quoi l'approche justement de chacun d'entre eux entre optimisation, opportunisme et véritable peut-être volonté de développer l'industrie crypto à Dubaï? Alors, on travaille avec beaucoup d'acteurs locaux. On a une centaine de clients aux Émirats Arabes Unis. Il va y avoir aussi bien des crypto exchanges comme BitOasis ou Deribit que les asset managers. Et on a aussi un certain nombre de clients qui sont des plateformes qui vont fournir en fait à des banques ou à des institutions régulées un accès à la crypto.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on fournit de la tech qui permet à des banques ou à des institutions d'être régulées et d'offrir des services crypto. Mais il y a beaucoup d'intermédiaires, enfin beaucoup, il y a un certain nombre d'intermédiaires qui vont fournir un service qui va s'appuyer sur Fireblocks pour la partie sécurité, wallet, gouvernance, mais qui vont elles-mêmes être régulées. Donc en fait, aujourd'hui, on a par exemple aux Émirats arabes unis des banques qui vont commencer à offrir des services crypto, mais qui ne vont pas être eux-mêmes le custodian de leurs assets, qui vont passer par cet intermédiaire, qui lui va être régulé, parce qu'encore une fois, il y a un cadre réglementaire très clair et très favorable aux Émirats arabes unis pour justement offrir des services crypto à leurs clients et qui par la suite peut-être s'appuieront sur Fireblocks, mais au final, Fireblocks fournit déjà l'interface et la sécurité sur ces intermédiaires. Donc on a vraiment aussi tous les cas d'usage sur ce pays-là, et c'est aussi bien des acteurs locaux que des acteurs internationaux comme Deribit. Ah, je vois. Ok. Et justement, au niveau de la régulation, est-ce que la volonté des Émirats, peut-on dire, elle est sincère? Est-ce que tu la vois au quotidien? Ou est-ce que finalement, c'était juste quelques déclarations? Il parlait de devenir le paradis des cryptos. On avait vu ça dans la presse il y a peut-être 12 à 18 mois, je ne sais plus exactement. Est-ce que tu le vois effectivement? Et deuxièmement, ces acteurs européens qui débarquent justement à Dubaï pour des raisons pour certaines fiscales, pour d'autres réglementaires, véritablement, hein, pour le coup, c'est pas que des exilés fiscaux entre guillemets, c'est vraiment aussi des gens qui veulent taffer en fait et qui se rendent compte qu'en Europe, en fait, ça va être beaucoup trop compliqué au niveau réglementaire ou beaucoup trop coûteux. Voilà. Donc là aussi, est-ce que tu travailles avec ces acteurs-là et si oui, est-ce que tu les comprends justement leur mouvement de parfois quitter l'Europe parce que ça devient impraticable pour certaines industries? Alors, pour répondre à la première partie de ta question, je pense qu'il y a une vraie volonté et c'est pas que des mots. Enfin, ils ont annoncé, par exemple, le lancement d'une loi sur les stablecoins. Ça a été publié, je crois, au mois de juillet. Et quand on rencontre des acteurs comme la Banque centrale, eux vont nous pousser parfois à l'intérieur à discuter directement avec certaines banques pour s'assurer que derrière, ils mettent en place ils tirent profit du cadre réglementaire que eux ont mis en place. Donc il y a une vraie volonté de délivrer sur ce sujet-là, et on est vraiment appuyé et on travaille en étroite collaboration avec le régulateur et la Banque centrale justement pour avoir ces conversations avec les bonnes personnes dans les banques pour s'assurer que derrière il y ait des actions concrètes et réelles. Et après, sur la deuxième partie de ta question, j'ai pas forcément d'exemple en tête immédiat sur j'allais dire des exilés qui vont s'installer aux Émirats arabes unis. Effectivement, lancer une entreprise à Dubaï, c'est relativement rapide, très peu coûteux, c'est évidemment très avantageux fiscalement. Et tu as beaucoup d'options en termes de free zone dans lesquelles tu peux lancer ton entreprise. Et en fait, tu as des ruches ou des viviers d'entreprises dans lesquels tu peux profiter d'un écosystème qui va t'aider en fait à avancer. Donc ça, c'est très tourné vers l'entrepreneuriat aussi. Donc ça peut se comprendre. Et nous, il n'y a pas de différenciation de notre côté en fonction de si on travaille avec un crypto exchange local ou une grosse banque locale ou une entreprise française qui s'est installée sur place. On est très bien implanté dans ces écosystèmes crypto. On a, comme je le mentionnais, des gens sur place et je m'y rends moi-même régulièrement pour avoir les discussions requises et avancer avec les projets de nos clients. Donc, on est très bien implanté là-bas également. Ok. Et toi, donc tu passes ta vie à voyager ou est-ce que tu bosses, tu fais tout ça depuis Paris? Alors, c'est quoi ta vie vraiment pour le coup? Parce que tu couvres une région qui est genre énorme, tu vois. Donc, Je voyage beaucoup, oui. Je voyage beaucoup, je voyage régulièrement. Alors, je suis basé en France, je travaille de la maison, je vois mon équipe en France une fois par semaine quand je suis là. Et sinon, effectivement, je vais régulièrement à Dubaï, je suis allé en Afrique du Sud, au Nigeria, en Turquie plusieurs fois cette année. Ouais. Donc oui, je voyage beaucoup. Mais
c'est important en fait dans certaines de ces régions d'être sur place et de voir les clients, d'avoir ces discussions avec les acteurs de l'écosystème, de partager aussi de l'information sur ce qui se passe ailleurs. Il y a tout un tas de dynamiques qui est en train de se créer en ce moment, notamment sur les stablecoins, et c'est important pour nos clients de comprendre ce qui se passe autour d'eux, de voir quels sont les challenges, et puis pour nous aussi de récupérer de l'information et du feedback sur leurs challenges, comment on peut les aider, comment on peut les aider à grandir dans l'écosystème crypto dans lequel ils naviguent. Et effectivement, ça demande de beaucoup voyager. Ouais. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu anticipes, toi, pour l'écosystème crypto, justement, dans les prochaines années? Si on se projette un petit peu en termes d'innovation, de tendances technologiques, est-ce que tu penses que ça va être, je sais pas, les RWA, la DeFi, au niveau institutionnel, l'interopérabilité, justement entre les chaînes où en fait il y aura plus une seule voie? Je sais pas. Comment toi tu envisages pour les activités de Fireblocks, mais même peut-être toi, à titre personnel, sur les prochaines années, quels vont être vraiment peut-être les gros changements majeurs dans l'écosystème? En fait, on voit beaucoup de tendances différentes se profiler en ce moment. J'ai l'impression sur les régions que je couvre qu'il y a une tendance au lancement de stablecoins. Alors c'est peut-être global, mais j'ai un scope qui est limité, mais j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises vont lancer leur propre stablecoin pour plein de bonnes raisons, qui est de réduire la dépendance à un fournisseur unique et de contrôler eux-mêmes la chaîne de valeur qui va être associée au lancement de ce stablecoin. Et c'est une tendance que j'observe en ce moment. Donc on peut s'imaginer que suite à ces lancements de stablecoin, quelles que soient les chaînes, il y aura potentiellement des problèmes d'interopérabilité et de transfert de chaîne à chaîne, mais on voit en parallèle qu'il y a des solutions qui se profilent pour justement résoudre ces challenges potentiels. Axelar, par exemple, là, qui vient de me faire un tweet, je ne sais pas si tu vois c'est qui, Axelar, qui est une solution d'interopérabilité, qui a fait un post tout à l'heure en disant on reçoit de plus en plus de coups de fil d'institutionnels. En fait, c'est un peu le. En fait, c'est très vrai. Le gros gap aujourd'hui, le gros pain point, et ça c'est vraiment global, c'est passer on-chain en fait. C'est quelque chose qui va pas disparaître demain. L'un des moyens de résoudre ce problème, c'est de fournir un stablecoin ou un token qui permet de passer on-chain. Et puis après, quand tu es on-chain, tu peux te débrouiller, tu peux faire plein de choses. Mais ça reste un pain point. Et on peut s'imaginer que la liquidité va être potentiellement fragmentée pendant un temps parce qu'il y aura de plus en plus de stablecoins, de plus en plus de chaînes. Mais c'est intéressant de voir se dessiner en ce moment, comme tu le mentionnais avec cette société, ou d'autres comme Chainlink ou Layer 0 ou Onera, qui vont permettre en fait d'avoir ce messaging layer entre les différentes chaînes pour justement faciliter l'interopérabilité. Ça, je pense que c'est une tendance qu'on va observer et qui va se renforcer dans les mois à venir. Et après, effectivement, tu parlais de Real World Asset Tokenization. Ça reste un très gros topic. La question, c'est toujours pourquoi et est-ce qu'on a besoin de faire ça on-chain et derrière, il y a aussi des problématiques, je pense, de liquidité toujours, qui seront potentiellement adressées par des moyens plus ou moins techniques, mais on imagine que ça va se profiler également dans les mois à venir. Chez Fireblocks, on croit beaucoup à la tokenisation. Et dans l'un des 4 piliers que j'avais mentionné, il y avait le pilier tokenisation. Et en fait, pour être vraiment impliqué dans cette verticale-là, on a acheté l'an dernier une compagnie, on a acquis une compagnie qui s'appelle Blockfold, qui nous a permis par la suite de développer nos propres smart contracts, qui ont été audités par OpenZeppelin, pour justement être directement impliqué dans cette verticale et ce segment de croissance auquel on croit beaucoup. Donc je pense qu'effectivement, il y aura de plus en plus de projets de tokenisation, que ce soit dans le cadre d'entreprises qui veulent lancer leur propre stablecoin pour éviter de dépendre sur des acteurs tierces, ou que ce soit pour des refinancements de projets, ou pour tout simplement fractionner l'accès à certains types d'assets et les offrir à un public potentiellement plus large qui est traditionnellement bancarisé par les institutions traditionnelles qu'on connaît.
Tu as cité les RWA, tu as cité les stablecoins et plein d'autres choses possibles, mais ça, en fait, ça offre vraiment plein de possibilités, mais la tech, au final, si elle n'est pas utilisable, ça peut être compliqué, elle n'est pas forcément adoptée. Et tu avais dit que justement, un des piliers de Fireblocks, c'était aussi les wallets. Et du coup, ma question, c'est de me dire, bah, comment est-ce que vous faites en sorte que pour les utilisateurs qui sont pas forcément habitués à la crypto ou même peut-être pas forcément même habitués à Internet, peut-être des gens plus âgés encore, comment est-ce que on rend tout ça accessible, facile d'utilisation, simple à comprendre, mais tout en gardant la sécurité et la décentralisation qu'apporte le Web3 et qui est quand même une sacrée innovation? C'est une très bonne question. Alors, il faut pas perdre de vue que nos clients sont toujours des entreprises. Et en fait, pour s'assurer que justement l'accès reste facile, pour nous, ça passe par une plateforme et un portail qui est facile à naviguer et facile à comprendre. Donc, tu vois, on parle de Real World Asset Organization. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire qu'en fait, dans ton interface Fireblocks, tu peux choisir un type de smart contract pour un cas d'usage donné. Tu vas avoir plusieurs options de standards de sécurité ou de features. Et tu vas pouvoir, sans écrire une ligne de code, sans connaître quoi que ce soit au Solidity, en quelques clics, lancer ton smart contract avec des standards de sécurité ultra élevés. Donc, en termes d'adoption, ça reste potentiellement un challenge pour certaines banques, certaines entreprises. Mais au final, le développement de notre interface et du portail permet justement à ces banques qui ne savent pas coder en Solidity ou qui ne savent pas forcément interagir avec des smart contracts par API de façon technique, de faire ça sans coder quoi que ce soit directement depuis l'interface graphique. Pour l'expérience utilisateur de l'utilisateur final, bah ça, c'est la responsabilité de l'intermédiaire, en fait. Donc, nous, on reste le back-end que la banque ou l'asset manager va utiliser pour effectuer telle ou telle action. Et c'est à eux de choisir comment est-ce qu'ils vont offrir cette information à l'utilisateur final. Mais de notre point de vue, pour répondre à ta question, c'est essentiellement grâce à une plateforme qui est très facile d'utilisation, très bien documenté, qui va permettre en quelques clics ou en quelques procédures de mettre en place telle ou telle action sur la blockchain de façon ultra sécurisée. D'accord, ok. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Alexandre. Vraiment, c'était hyper intéressant. Maintenant, je sais ce que fait Fireblocks. On a réussi ça alors. Non, c'est vrai que je pense que ce sont des acteurs qui œuvrent de façon fondamentale sur notre écosystème et qui finalement font assez peu de communication et de marketing auprès des particuliers, puisque c'est pas votre cible, tu vois. Et donc, c'est intéressant à l'occasion de ce type d'émission, je crois, que de pouvoir justement prendre le temps, merci d'avoir pris le temps d'ailleurs, d'expliquer un petit peu ce que vous faites. Écoute, moi, je vais te remercier d'être passé dans l'émission. Je vais accueillir notre chroniqueur Tradfi, Jonathan. Je ne sais pas si tu le connais.